Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour un deuxième épisode de ma rencontre avec Gilles Taquet qui dirige l'agence et les collections Roger Violet, dont nous avons essayé d'explorer l'origine dans notre précédent entretien et dont nous allons maintenant essayer de comprendre comment cette agence fonctionne. Gilles Taquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc aujourd'hui à la tête de Roger Violet. Vous disposez d'un fonds de combien de photos ? Il est estimé entre 6 et 7 millions de photos. Entre 6 et 7 millions de photos dont on peut facilement extraire la photo qui nous intéresse. Si je vous demande, je voudrais une photo de Fernand Reynaud dans Don Juan, non pas qu'il jouait Don Juan, mais jouait Sganarelle, vous pouvez me fournir instantanément une photo de Fernand Reynaud dans Don Juan. Très certainement. Déjà, une partie, donc sur les 6 à 7 millions de photos existantes, 1 million de photos est numérisée, ce qui permet d'avoir accès à ces images très facilement via notre site web. C'est-à-dire que le grand public a accès à notre site web aussi. Autrement, on peut se déplacer rue de Seine, 6 rue de Seine, et là, on peut vous sortir des boîtes dans lesquelles il y aura des photos très probablement de Fernand Reynaud, que ce soit dans cette pièce ou dans d'autres pièces. Alors, il y a plusieurs raisons de se déplacer au 6 rue de Seine, à l'endroit historique de la galerie Roger Violet, auparavant galerie Laurent Olivier, les Roger Violet ont acheté une collection, puis ensuite ont acheté la boutique elle-même. La première raison, c'est celle que vous venez de dire, je cherche une photo où je me demande qu'est-ce qu'il y a comme photo de tel artiste ou de tel événement ou de tel quartier de Paris. Et la deuxième raison, c'est de venir pour voir les expositions que vous y faites. Vous faites combien d'expositions par an et quelles sont, dans votre souvenir, les dernières expositions que Roger Violet a proposées ? Alors nous faisons 4 expositions par an, uniquement des photos qui proviennent des collections Roger Violet. Et c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que la partie galerie a été ouverte fin 2020. Ce qui nous permet de montrer au grand public de faire connaître au grand public des auteurs qui sont souvent méconnus. Récemment, nous avons montré des photos de photographes qui ont couvert Belleville et les quartiers populaires de Paris. Il s'agit de Bouchard et de Venezia, qui ont couvert tous les deux en couleur, dans les années 70, ce quartier. Ce sont des photos très intéressantes, parce que Belleville, on a l'habitude de voir en noir et blanc. On pense aux photos de Willy Ronis, évidemment, la photo humaniste. Et là, on a des couleurs chatoyantes, ça nous replonge dans cette époque. Et on a eu énormément de personnes qui ne viennent pas nécessairement rue de Seine voir les galeries, donc énormément de personnes qui venaient de Belleville, de Ménilmontant, qui sont venus voir les photos, qui ont reconnu parfois des personnes qu'elles connaissaient. Il y a un restaurateur qui a le restaurant au Vieux Belleville, qui est venu voir cette exposition et qui a dit « Ah, mais là, je reconnais mon frère quand il était petit, dans les années 70 ». Donc, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de partage avec les clients. Nous ne sommes pas une galerie avec des prix inaccessibles. C'est vraiment populaire. C'est vraiment ouvert à tous. On a envie de partager. On raconte l'histoire de l'agence Roger Violet aux visiteurs qui connaissent ou qui ne connaissent pas. On a beaucoup de personnes qui passent devant cet endroit, qui s'arrêtent, ne comprenant pas ce que c'est en voyant toutes ces boîtes vertes et qui poussent la porte. Donc les expositions sont là pour faire connaître des auteurs. J'en ai d'autres comme Boris Lipnitsky qui a photographié tous les artistes à partir des années 20, qui est arrivé, qui était un immigrant juif russe qui a fui les pogroms dans les années 20, qui a été pris sous l'aile de Poiret, qui lui a présenté tout le monde. Et plus Poiret, le couturier. Pardon, effectivement, je le dis parce que Poiret, oui, tout à fait. Dans les années 20, et qui, grâce à la diaspora russe aussi, a rencontré tous les artistes de l'époque qui vivaient avec eux, et donc il les a photographiés, qui a des photos extraordinaires, et qui par la suite a continué à photographier après la guerre d'autres artistes.
Nous avons par exemple des photos des tout jeunes, comédiens qui sortent, du conservatoire. Marielle, Belmondo, ils viennent de sortir du conservatoire. Il y a beaucoup d'émotions aussi dans les images que nous montrons. Vous ne craignez pas, ou vous ne regrettez pas plutôt de ne disposer que de peu de place finalement pour ces expositions? Vous n'aimeriez pas avoir quelque part une salle un peu plus importante? Alors je pense que c'est important que ces expositions soient au même endroit que l'agence, où on a cette atmosphère, où les gens partagent en même temps, peuvent voir ces images et comprendre d'où elles viennent, voir ces boîtes, éventuellement explorer les boîtes. Je pense que c'est ce lieu, c'est un lieu unique. C'est le lieu où l'agence a été créée, donc on est au même endroit depuis 1938. Je pense que ce serait pas nécessaire. On arrive à montrer 80 photos. Je pense que c'est suffisant. Oui, je serais assez de votre avis, mais comme j'ai entendu la remarque que je viens de vous transmettre en allant voir précisément votre exposition sur Belleville, qui a l'intérêt que vous dites, mais qui a aussi l'intérêt de permettre, quand on aime se balader dans Paris, de permettre de mesurer l'évolution de ce quartier. Il y a une... On parle souvent de la gentrification humaine, mais il y a une gentrification matérielle, de la transformation, le remplacement d'immeubles par d'autres, où on voit très bien, il y a des vues notamment de la rue des Envierges, voilà, qui sont assez impressionnantes. On peut donc venir chez Roger Violet, demander, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, une photo de Fernand Reynaud dans Don Juan. Vous me fournissez cette photo, vous me la faites voir d'abord sur un écran, puis vous la tirez, je l'achète. D'ailleurs, quelle est la gamme des prix entre le moins cher et le plus cher? Alors évidemment, il y a un problème de format aussi, vous me direz que c'est difficile de faire Non, c'est très simple, puisque le tarif des photos ne dépend pas de la renommée du photographe. C'est uniquement le format du tirage. Donc on est, en tout cas pour les photos comme celles que vous venez de décrire, qui ne sont pas des photos d'exposition, donc qui ne sont pas numérotées, les premiers tarifs sont aux alentours d'une centaine d'euros. Donc c'est accessible, on a voulu rester accessible à tous. Pour les photos des expositions qui sont numérotées, en fonction du format, ça commence aux alentours de 300-350 €. Donc on reste assez raisonnable pour que tout le monde puisse y avoir accès. Est-ce que vous tenez une sorte de compte, pas de comptabilité, mais de compte des thèmes ou des sujets qui vous sont le plus souvent demandés? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? La première réaction quand quelqu'un pousse la porte de Roger Violet, c'est de regarder ses boîtes, de regarder les inscriptions et de se diriger immédiatement vers l'endroit où on habite ou l'endroit où on est né. Donc ça, c'est un réflexe presque humain, quelle que soit la nationalité, quel que soit l'âge, directement, on a envie de voir comment c'était avant. Et en fait, vous pouvez fournir. Ce n'est pas exhaustif, Oui. mais on a des très belles surprises. Par exemple, votre assistant a acheté pour le père de son ami une photo de la rue Lascasse dans le 7e, où on voyait son immeuble. Donc c'était, je pense, une belle surprise pour le père de son ami. L'informatisation, ça vous a créé des facilités, créé des problèmes? Alors c'est un coût, puisqu'il faut numériser des images sans savoir si derrière elles vont être vendues, mais c'est indispensable. Aujourd'hui, si nous voulons que nos images soient diffusées, soient vues, et même puisqu'on a une activité, là on parle de la galerie, mais notre activité B2B, comme on dit en français, continue. C'est une activité importante. C'est-à-dire que nous continuons à vendre des droits aux éditeurs de livres, aux magazines, aux sociétés de production de documentaires. Donc il est évident qu'il faut fournir des images numériques. Ça suppose que vous ayez vous-même dans le personnel de Roger Violet des gens qui sont des documentalistes très, très formés. Combien y a-t-il de personnel aujourd'hui? Nous sommes 13 personnes aujourd'hui.
Et donc les documentalistes connaissent bien le fond, puisque ce sont des personnes qui travaillent là depuis très longtemps. Et au-delà des outils informatiques, ce qui est important, mais c'est pas suffisant, il faut connaître le fond photographique, puisque comme je disais, il y a un décalage entre le nombre de photos numérisées et le nombre de photos existantes. Donc nous continuons à faire régulièrement des recherches nous-mêmes dans ces fameuses boîtes vertes, et nous numérisons le négatif pour pouvoir l'envoyer aux clients pour que ce soit utilisé. Oui, le décalage dont vous parlez entre le nombre de photos numérisées et le nombre de photos dont vous disposez n'est un petit décalage, juste 6 millions de photos. Comment anticipez-vous de numériser toutes ou pas toutes d'ailleurs des photos de ce décalage? Ça prendra un certain temps. La numérisation est faite par la ville de Paris. Ce n'est pas nous qui nous en occupons, sauf quand nous avons besoin de photos ponctuelles. Mais les grandes campagnes de numérisation, c'est la ville de Paris qui l'a pris en charge, puisque les archives appartiennent à la ville de Paris. Donc ce sont généralement par photographe, plus que par thématique, puisque il faut imaginer les personnes qui vont sortir les plaques de verre, qui vont sortir les négatifs. Il faut que ce soit quand même relativement efficace. Donc on ne peut pas piocher comme ça d'une manière thématique. Il y a une campagne de numérisation qui est importante aussi, puisque après la disparition des rejets violets, la ville a préempté le fonds François, du quotidien François, qui allait disparaître. Donc ça, on parle de 6 millions de photos supplémentaires, qui ne sont pas dans les collections originales, mais qui font partie des collections de la Bibliothèque historique de la ville de Paris que Roger Violet diffuse. Mais elles devaient être classées, celles-là, j'imagine, parce que dans un journal, non? Elles sont classées... il faut imaginer le quotidien François, 6 éditions par jour, donc une équipe de photographes importante, des photos, effectivement, on va faire une bobine sur un sujet, on marque le photographe marque le nom du sujet sur la pochette, et ça s'arrête là, puisque c'était fait pour être utilisé immédiatement. Il n'y avait pas de logique de conservation. Donc il faut nous-mêmes, quand nous récupérons des images de François, se replonger dans la mesure du possible dans l'actualité de l'époque pour pouvoir documenter ces photographies. Mais dans l'hypothèse d'un personnage disparu et dont on se remettrait à parler, dans l'actualité politique par exemple, comment procédez-vous pour anticiper des demandes ou répondre à des demandes qui vont arriver? Je prends deux noms qui ne disent plus grand-chose à grand monde. Commençons par Félix Gaillard, président du Conseil de la fin de la 4e République. Il est très probable que cette époque ait été numérisée. C'est-à-dire que toutes les photos les plus anciennes comme ça ont été numérisées. Au cas où, effectivement, nous n'ayons pas ces images, si il y a un besoin spécifique, nous allons retourner effectivement vers les plaques originales, vers les tirages originaux pour les numériser. Aujourd'hui, numériser une image, c'est quelque chose de très, très facile. Le plus compliqué, c'est d'avoir accès généralement aux négatifs, mais nous les avons sous la main, donc ce n'est pas un problème. Je vous ai demandé tout à l'heure quelles étaient les photos, les thèmes les plus demandés, les moins demandés. Il y a une telle diversité d'images, puisqu'on parlait effectivement de photos de géographie, en tout cas de lieux géographiques, mais on a aussi toute l'actualité politique, on a les guerres, des reproductions de tableaux. C'est très très vaste, donc je suis incapable de vous répondre à cette question, puisque là, que ce soit aussi bien des clients particuliers qui ont besoin d'un tirage ou que ce soit des clients professionnels, tout dépend vraiment du besoin immédiat. Alors, il existe, vous nous l'avez indiqué, il existe un documentaire qui a été diffusé par Antenne 2 en 1981 sur une trentaine de minutes à peu près, sur Roger Violet, où on voit les fondateurs, Hélène Roger-Violet et Jean Fischer. D'ailleurs, on voit d'abord des photos faites par le père d'Hélène Roger-Violet, des photos aussi bien familiales, avec 5 filles, je crois, qui sont... 5 filles et un garçon. Qui sont filmées sous toutes les coutumes, mais il filme beaucoup plus ses filles, quand même, il m'a semblé. Enfin, elles sont nombreuses. Oui, elles sont à travers ce documentaire. Et en fait, plusieurs des éléments de ce documentaire donnent à penser
notamment sur la méticulosité du classement. À un moment, alors on voit bien que c'est un coup qui est arrangé entre le documentariste et le documentaliste de Roger Violet, où le documentariste dit si par exemple je vous demandais des photos sur, je voulais faire une exposition sur l'histoire des salles de bain, et le documentariste le documentaliste pardon de Roger Violet répond imperturbable, mais nous avons et effectivement on voit ensuite le classeur où il y a écrit de l'écriture dont on parlait tout à l'heure avec cette encre blanche, on voit marqué hygiène et salle de bain, et il y a ça, ça pose la question, surtout qu'il y a de nouveaux sujets qui arrivent, de savoir qui et comment on fait un classement. C'est-à-dire qui et comment décide de créer certaines catégories ou d'abandonner certaines catégories, d'en faire d'autres. Alors, je pense qu'à l'époque, de toute façon, on pouvait retrouver des images dans plusieurs catégories, puisqu'il y a plusieurs entrées. Aujourd'hui, avec l'informatique, et les mots-clés, c'était plus un problème, mais nécessairement, il y avait ce qu'on appelait à l'époque un plan de classement, ce qu'apprennent les élèves documentalistes pendant leurs études, qui permet, en fonction de l'agence, puisque chaque agence photographique avait son propre positionnement, son propre type de photo. Donc, le plan de classement a été créé ex nihilo pour retrouver facilement toutes ces images. Est-ce que vous avez des concurrents étrangers? Oui, il y a des concurrents étrangers, de la même manière qu'on constituait, des collections importantes. Il y a une agence anglaise qui s'appelle Bridgeman Images, Alinari, en Italie. Ce sont des Même si l'histoire n'est pas la même évidemment, mais ce sont des grandes collections, de photos historiques, de leur pays, mais du monde entier aussi. Mais pas de concurrents en France. Pas directement, non. Et qu'est-ce que c'est pour vous que Getty Images? Getty Images, c'est une grande agence américaine, très intéressante, dans le sens où il y a aussi bien du reportage d'actualité contemporain que des images d'archives, que de la photo de stock, hein, de la photo d'illustration. Ils ont aussi des collections historiques qu'ils ont rachetées. C'est un acteur important. Un acteur mondial, évidemment, qui est diffusé par l'AFP en France, pour la partie actualité. L'AFP est diffusée par Getty Images aux États-Unis. C'est intéressant parce que c'est le petit-fils Getty, le magnat du pétrole, qui s'est intéressé aux droits d'auteur plutôt que s'intéresser au pétrole. On peut trouver ça intéressant. Mais c'est une agence qui est assez hégémonique, évidemment, mais c'est de la mondialisation aujourd'hui, et c'est d'autant plus vrai avec Internet. Donc aujourd'hui, tout le monde peut trouver tout partout, mais ça reste une agence de très bonne qualité. Quelle est l'exposition en ce moment? C'est encore Belleville? Alors, c'est effectivement le Paris populaire des années 70 qui se termine dans une semaine, et le 13 juin, nous avons une nouvelle exposition qui s'appelle Championne. Nous sommes dans l'ère du temps, donc sur une histoire du sport féminin entre deux guerres, et en particulier dans les années 20-30. Et vous disiez tout à l'heure que la salle était peut-être un peu petite pour montrer la totalité des images. Là, nous avons des images qui seront exposées aussi sur les grilles du square en face, donc à l'extérieur, ce qui permet aux personnes qui viennent assister aux Jeux Olympiques et aux autres de voir aussi bien des images à l'extérieur qu'à l'intérieur de la galerie. Donc c'est une exposition que nous faisons en collaboration avec le journal L'Équipe, qui a un fonds de photos de cette époque, qui provient du Miroir des Sports, qui était un supplément du journal Excelsior, et des photos qui sont très intéressantes. Et surtout, pourquoi nous avons décidé de montrer ces images, dans les années 20, c'est un moment charnière où les femmes prennent leur sort en main pour tout ce qui concerne les compétitions sportives, avec la création d'instances spécifiquement féminines, avec aussi la création de manifestations sportives féminines, ce qui n'était pas du tout le cas avant. On voit des femmes jouer au rugby, on voit des femmes jouer au football. Tennis. Le tennis, c'est assez presque évident, mais au basket, enfin, voilà, des sports d'équipe qu'on n'a pas l'habitude, ou qu'on ne penserait pas avoir vu dans les années 20-30. Ça, c'est à partir du 13 juin, et pour combien de semaines? Pour 3 mois.
Pour 3 mois, d'accord. Donc il n'y a pas d'autres événements qui se lieront Roger Viollet aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. C'est essentiellement, exclusivement cette série d'expositions, cette série de photos sur le sport et les femmes. Gilles Taquet, je vous remercie. Je pense que, j'espère que nous aurons incité des Parisiens et des non-Parisiens à passer par le bas de la rue de Seine, parce que je pense qu'en effet, il y a un effet d'attraction de la vitrine, où il y a souvent peu de photos, mais particulièrement bien choisies, je dois dire. Et donc de profiter encore pendant 8 jours de cette exposition sur Belleville, et à partir du 13 juin de l'exposition sur les femmes et le sport. Gilles Taquet, merci. Merci beaucoup.